Bonjour, je m'appelle Evelyne Josh, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz et j'interviewe aujourd'hui Caroline Jolivet, qui est sophrologue et hypnothérapeute. Caroline est une des victimes des attentats du 13 novembre. Elle va nous expliquer. Bonjour Caroline, merci d'avoir accepté cet entretien. Est-ce que Bonjour tu peux te Evelyne. présenter et nous dire en quelques mots ton histoire? Puisque nous allons Oui, parler aujourd'hui du procès. oui. Eh ben, donc je suis sophrologue hypnothérapeute. C'est le fruit d'une reconversion issue des événements du 13 novembre 2015 où j'ai perdu mon mari qui était au Bataclan. Et donc, euh, ce moment-là, c'est vraiment la bascule pour moi entre voilà, ma vie d'avant qui s'est arrêtée soudainement et la vie d'après, hein, qu'il a fallu rebâtir. Donc, et mes enfants donc, avaient 2 et 6 ans. Euh, voilà, donc, tout a été balayé à ce moment-là, dans tous les domaines finalement de ma vie, hein. Même si au départ, je pensais que c'était euh, la perte. Voilà. Après, au fur et à mesure, j'ai vu qu'en fait, ça avait tout balayé. Donc, il a fallu finalement tout repenser, tout reconstruire, et ça s'est fait on est à presque bientôt, ça fera bientôt 7 ans. Euh, c'est un long chemin, un long parcours. Et puis là, il y a eu donc cette grande étape du procès qui s'est terminée en fin juin, début juillet, et qui a été, oui, donc une phase importante aussi dans ce parcours. Alors, on a eu une autre interview toutes les deux sur le deuil des enfants et donc je mettrai aussi les références pour que les personnes qui veulent voir cette interview, et tu as donc écrit des petits livres qui peuvent aider parents et thérapeutes à soutenir les enfants en difficulté après un trauma, un drame, un deuil traumatique. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'existence même d'un procès? Puisque si on prend par exemple le 11 septembre aux États-Unis, il n'y a pas eu de procès puisque tous les protagonistes sont décédés et certaines victimes sont en colère, ont des sentiments d'injustice. Qu'est-ce que toi tu penses même de cette tenue d'un procès? Je pense que, enfin, je peux le dire maintenant, maintenant que c'est passé, puisque j'ai finalement une lecture un peu plus, une compréhension un peu plus fine de ce procès, parce que pour moi, c'était pas du tout mon domaine avant la sophrologie et l'hypnose, hein. Moi, j'étais dans le digital, donc rien à voir. Donc, le monde de la justice, je connaissais pas. Je me suis rendu compte en le vivant, finalement, en allant sur le procès, même avant qu'il ait commencé, puisqu'on a pu visiter. On a été invité à, à visiter le palais de justice avec l'équipe qui organisait le procès pour pouvoir en fait appréhender un peu le lieu, hein, se faire une idée, entendre la façon dont ça allait se passer. Et dès ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte euh, de la solennité de cette étape de la justice, en fait, dans tout ce qu'elle a de grand, en fait. Euh, et dans cette solennité, eh bien, une forme très, très forte de reconnaissance de ce qui s'était passé. Et ça, franchement, je l'anticipais pas. Je n'avais pas du tout, euh, voilà, j'avais pas pu me projeter dans cette étape. C'était quelque chose vraiment de très, très confus pour moi. Et d'ailleurs, je pensais que c'était un peu quelque chose qui appartenait aux avocats. Enfin, comme si c'était pas vraiment notre histoire. Enfin, il y avait quelque chose qui était compliqué pour moi de se dire que
j'avais un lien avec ce procès. Que, voilà, comme si c'était un sujet en fait qui presque ne me concernait pas. C'était une histoire d'avocat, une histoire de juge. Enfin, et en réalité, bah, c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu. Et donc, ça m'est quand même un peu tombé sur la tête. Alors que j'étais prévenue hein, qu'il y avait un procès depuis quasiment le début. Donc, pour répondre plus à la question, euh, cette reconnaissance, pour moi en tout cas, euh, qu'à un moment la société pose les choses en disant à quel point, en montrant ou en disant à quel point c'est grave en fait ce qui s'est passé, ça a été très important que oui, il y avait un banc des accusés, il y a une justice que je pouvais observer en mouvement, enfin voilà, la découvrir aussi. Découvrir aussi l'ensemble, enfin les victimes dont une grande partie, enfin j'en connaissais déjà, hein, parce qu'il y a ce lien très fort entre les victimes. Euh, il y a eu beaucoup de choses en fait, il y a beaucoup d'aspects. Et ben oui, pour moi, c'est une immense chance qu'on soit dans un pays qui, euh, quand il y a quelque chose de grave qui se passe, eh bien, il y a quelque chose d'important qui y répond, en quelque sorte. On pourrait le formuler comme ça. Aujourd'hui, quand je vois les actualités sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir, où il y a la justice, il y a eu un drame, et puis il y a l'étape de la justice pour les gens, euh, j'ai cette idée en tête de ce qu'ils sont en train de traverser et de l'importance de l'étape, quelque chose que je ne mesurais pas avant. Et effectivement, quand j'apprends ou quand j'ai appris qu'en fait, il n'y avait pas eu, pour certains événements tels que le 11 septembre, euh, de procès, je me dis, comme il y a quelque chose qui est inabouti, enfin, il y a quelque chose comment va-t-on pouvoir reconnaître, réparer il y a une partie qui, voilà, qu'on laisse un peu en suspens. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je trouve que ça doit être très, très dur. Alors, tous les projecteurs ont été mis sur Salah Abdeslam. On parlait des autres comme des seconds couteaux. Donc, c'est clair que les principaux intéressés sont soit morts, soit en fuite. Euh, Néanmoins, ce procès, on peut en attendre quelque chose. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu en attendais? Moi, au départ, c'était une réflexion plutôt intellectuelle, le procès. Bien sûr, je soutenais l'idée du procès. Il y avait un sens euh, pour poser des responsabilités, des peines, etc. C'est le sens. C'est important de remettre un peu de sens même pour la société et de se dire que on peut pas rester dans quelque chose d'impuni. Sinon, c'est le chaos total, quoi. Et on peut plus avoir de repères et même pour le discours que je pouvais tenir aux enfants, de leur expliquer que ben, les méchants, ben, ils allaient être punis. Voilà. Donc, cette attente, elle était plutôt, voilà, quelque chose un peu mental, rationnel. En réalité, euh, je me rends compte que ce que ça a apporté, c'est pas forcément, je n'avais pas anticipé ce que ça pouvait m'apporter. Donc, voilà, cette attente, c'était plutôt de dire, il y a une sanction forte, très forte, qui est portée sur les personnes coupables, responsables. Et j'étais en confiance, moi, avec la cour d'assises. Enfin, j'étais en confiance sur
la façon dont ça allait se dérouler. Je n'ai jamais, je me suis jamais dit que ce serait pas juste, etc. Je pense que le processus allait se faire et j'étais en confiance avec ceux qui étaient en charge de ce processus-là. Donc en fait, on peut dire que tes attentes, elles se sont définies au cours du procès ou même, voire en fin de procès. En tout cas, tu t'es peut-être rendu compte d'attentes plus inconscientes, plus implicites. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui de finalement, qu'est-ce que c'était tes attentes dont tu n'avais peut-être pas conscience au début ou qui se sont formées petit à petit? Maintenant qu'on est après le procès, tu dirais que ces attentes, c'était quoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce procès? Alors, euh, donc il y a cet aspect de la reconnaissance là, vraiment, c'est, je pense, pour moi, ça c'est la chose la plus importante, c'est euh, voilà, dans cette solennité de dire oui, c'est très grave ce qui s'est passé et on reconnaît que la mort de toutes les personnes ou toutes les personnes victimes, en tout cas décédées ou victimes directes et indirectes, euh, c'est très grave ce qui s'est passé voilà, pour schématiser. Premièrement. Deuxièmement, il y a l'aspect de la sensation, le sentiment de culpabilité qui est quand même assez souvent lié quand on a un trauma et qu'on a l'impression qu'on aurait dû pouvoir éviter. Hein. Il y a cette idée que finalement, que, que moi j'ai eu et que mes enfants ont eu aussi, qu'on aurait dû pouvoir éviter le drame. Il aurait fallu qu'on sache, qu'on anticipe, qu'on prévoit comme une forme effectivement dont on avait parlé, hein, de pensée magique. Euh, il aurait fallu deviner en fait et empêcher. Ça, c'est quand même assez lourd à porter. Euh, la culpabilité d'être celui des deux parents, dans notre cas, dans mon cas, qui reste. Donc, beaucoup de culpabilité et un sentiment que j'ai eu, c'était que ça pouvait aider à remettre les choses à leur place. Il y a C'est aussi quelque chose que j'ai dit pendant mon témoignage, quand je suis passée à la barre, que je voyais pour la première fois, je peux que constater que je ne suis pas sur le banc des accusés. Euh, donc, je ne suis pas coupable de ne pas avoir pu empêcher le drame. Bon. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas toujours petite partie de moi qui va laisser un peu cette idée. Hein, je ne sais pas si on peut s'en débarrasser totalement. En même temps, ça remet un peu les choses à leur place. Hein, oui, on a été victime de quelque chose de très grave, et puis il y a des accusés, et les places ne sont pas les mêmes. On n'est pas au même endroit, euh, et puis dans l'écoute de la cour, on est reconnu dans le drame et dans ce qu'on peut venir déposer. Donc, voilà, dans les attentes, euh, pour les enfants aussi, le fait de les avoir emmenés hein, euh, dans le palais de justice, d'assister à des bouts d'audience en tout cas, hein, parce que vous pouvez pas toujours anticiper les propos qui allaient être tenus, donc je voulais être très vigilante par rapport à ça et en même temps que eux aussi ils puissent enregistrer ce que moi j'avais ressenti, peut-être qu'ils allaient ressentir la même chose, de l'ampleur du dispositif qui était mis en place dans la reconnaissance de la gravité, de l'ampleur de ce que nous, on ressentait comme souffrance depuis autant d'années. Donc il y avait quelque chose qui, enfin, était presque à la hauteur et qui se matérialisait en quelque sorte.
par tous ces gens qui venaient travailler sur le sujet tous les jours pendant 9, 10 mois. Enfin, voilà. Donc, je voulais aussi que eux voir s'ils allaient ressentir les mêmes choses et en tout cas leur laisser la possibilité d'enregistrer ces sensations, ce lieu, cet événement pour pouvoir éventuellement y repenser plus tard quand ils seraient adultes. Et c'est d'ailleurs ce que je leur ai dit. Hein. Je leur ai dit on va aller écouter le verdict. Donc on était déjà venus à plusieurs reprises, mais je voulais qu'on soit là tous les trois pour écouter le verdict. Et mon fils, alors, les deux, à un moment, bon, ils avaient plus trop envie d'y aller. Pour une fois, je leur ai dit que moi qui écoute beaucoup, ils savent très bien ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent pas. Là, je leur ai dit non, on y va. Même si aujourd'hui vous avez plus trop envie d'y aller, on va y aller quand même. Parce que c'est pas pour vous maintenant que je le fais, c'est pour les adultes que vous allez devenir. Et donc, et ils ont compris, ils ont dit bon, d'accord. Donc, voilà. Est-ce que tu attendais autre chose de voir, par exemple, les accusés, de pouvoir leur parler ou d'avoir des éclaircissements sur les attentats eux-mêmes, sur leur préparation? Euh, non, moi, j'attendais pas vraiment de la compréhension par rapport à quelque chose de plus grand. Ça, je sais que c'est le cas de beaucoup de gens autour de moi, même il y a une forme de fatalité, comme si ça ne changeait rien pour moi. Et alors, il y a des choses que j'attendais, mais qui concernaient plutôt l'événement, enfin, la mort de mon mari. Et c'est finalement des réponses on ne peut pas avoir, en fait, ces réponses-là. En fait, le procès répond à certaines questions, mais pas celles forcément qu'on se pose soi. Et dans une, un assassinat de telle ampleur, en fait, il y a beaucoup d'éléments qu'on n'a pas et qu'on n'aura pas. On peut se raccrocher que sur des, des choses, quelques éléments. Donc, l'autopsie notamment. Mais voilà. Donc, euh, ça a éclairé certains aspects. Euh, Il y a des questions, pourquoi ce jour-là, pourquoi cet endroit-là, des choses un peu, des questions un peu générales auxquelles le procès ne répondait pas parce qu'en fait, c'est pas les questions qu'il pose. Donc, il y a aussi une forme hein, de frustration aussi sur le fait il y a un moment où on est obligé d'accepter qu'en fait, on n'aura pas ces réponses-là. Voilà. Et pour autant, euh, ce qu'on peut en tirer aussi, c'est à l'écoute d'autres témoignages, de percevoir, bon, percevoir l'ampleur du drame, en fait, une ampleur beaucoup plus grande encore que celle que je pensais connaître. C'est l'étendue hein, et le fait que comme ça se propage hein, par exemple, bon, bah, évidemment, j'étais assez sensible au témoignage des familles de victimes, puisque c'est vrai qu'il y a des choses, on peut se reconnaître dans les histoires. Et puis, ben, le nombre de personnes qui, dans les familles des victimes, sont ensuite tombées malades, décédées, des cancers, des maladies, des AVC. Ça a été le cas aussi dans notre famille. Euh, et en fait, je voyais à quel point c'était des, des décès finalement. On parle de 131, enfin maintenant de 132 victimes
décédés euh, des attentats du 13 novembre. La réalité, elle est bien au-delà. Aujourd'hui, si on fait le lien entre le choc, le traumatisme et les effets sur le corps de personnes qui ont été suivies ou pas, hein. Et ce serait quand même, je pense, quelque chose d'intéressant à étudier. Oui, donc effectivement, on a aussi consacré un entretien avec une épigénéticienne, hein, sur effectivement l'impact des traumatismes sur l'ADN et notamment sur le risque de cancer. Moi, j'ai eu l'occasion d'animer 2 séminaires avec des mamans qui avaient perdu leur enfant. Pour elles, c'était leur enfant. Pour la population, ce sont des terroristes mais bon, pour elles, elles ont perdu leur enfant et donc des enfants qui étaient partis pour Daesh. Évidemment, des parents qui ne partageaient absolument pas les convictions radicales, même la, la perception de l'islam de leur enfant, et parfois d'ailleurs des personnes qui n'avaient rien à voir avec la religion musulmane de par leur origine. Et là, beaucoup de ces mamans ont aussi fait des cancers, hein. Donc tu soulèves quelque chose d'important, c'est qu'effectivement, il y a les victimes directes, et puis il y a effectivement tout l'entourage proche, hein, qui peut effectivement avoir des maladies comme les cancers, comme des attaques cardiaques et décéder également. Mm. Par rapport au procès, quand tu as su qu'il allait avoir un procès, est-ce que tu t'es dit d'emblée que tu allais y participer ou est-ce que tu as réfléchi à la question avant de te positionner? Euh, euh, en- Comme je te disais tout à l'heure, pour moi, c'était comme si c'était une histoire je sais pas pourquoi j'arrivais pas à me connecter ou je ne voulais pas, je sais pas, m'y connecter. Euh, et donc, en fait, il y a eu pour moi une bascule, c'est quand j'ai appris que je pouvais témoigner. Alors là, en tant que partie civile, effectivement, on nous a demandé si on voulait s'exprimer, témoigner. Et quand on m'a dit tu peux témoigner, moi intérieurement, c'était tu dois témoigner en fait. Tu dois témoigner non pas par rapport à ce que je pouvais apporter concernant l'événement. Moi, j'étais pas sur place. Je peux bien sûr apporter la connaissance des conséquences euh, d'une famille de victimes et puis de parler bien sûr de mon mari. En fait, c'était l'objet de justement de témoigner, de passer à la barre comme ça, c'était de rendre un peu vivantes les personnes qui n'avaient plus leur voix et de, de se rendre mieux compte finalement de ces vies perdues, qui, elles, qui elles étaient, ces personnes. Voilà. Et donc, bon, bah là, c'était pour moi évident que je devais donner aussi sa place à mon mari à ce moment-là. C'était comme une mission. Et puis, dans ma tête, ça a été presque que je devais lui rendre justice, comme si c'était moi qui allais lui rendre justice. Alors, du coup, ça a été un peu compliqué de se mettre une pression comme ça au départ, parce que c'est un exercice qu'on ne connaît pas. Même quand moi, j'ai travaillé 15 ans en entreprise, j'ai fait des présentations, hein, mais là, en fait, on ne sait pas vraiment euh, à qui on s'adresse, sur quoi on doit insister. Enfin, c'est un exercice qui n'a rien à voir avec rien. C'est très déstabilisant. Et donc, j'étais un peu perdue. J'étais un peu perdue, ce qui m'a créé beaucoup d'insomnie. Parce que donc de préparer ce témoignage, ça a été quand même des mois
de, de stress. Vraiment, ça a été... Mais et parle-nous un peu de ça, c'est-à-dire des symptômes ou des réminiscences traumatiques ou de tout ce qui s'est passé pour toi à l'approche de ce procès et de ton témoignage. alors, voilà, ça c'est vraiment ce que j'avais pas anticipé. C'est que ça allait être une plongée, vraiment, véritablement une plongée au cœur du traumatisme. C'est pour parler à la barre, on doit dire ce qui s'est passé. C'est pas si on est quelqu'un d'un peu pudique qui aime bien, bon, dire voilà, je suis un peu la spécialiste pour dire bon bah c'était compliqué. Bon, si on veut aller un peu plus loin et dire bah, c'est quoi qui était compliqué, et donner des exemples et aller là, bon bah c'est pas forcément dans ma nature, mais dans un exercice comme ça, euh, il faut dire les mots. Euh, donc pour ça, on est obligé de retourner au plus près de ce qui s'est passé et quelque part de reconvoquer toutes les émotions qui ont été là. Bon, quand on a fait un parcours où on se sentait plus en équilibre, bien, voilà, j'ai fait un chemin thérapeutique et puis je travaille dans ce domaine maintenant. Euh, il y a quelque chose qui s'entrechoque complètement entre présent et passé, hein. Parce que malgré tout, il y avait quelque chose qui commençait à se mettre dans le passé. Et là, c'est une réactivation vraiment désagréable. La différence étant que j'avais des outils euh, pour quand même appréhender ce qui se réactivait, mais j'observais. Je ne pouvais qu'observer que ça venait vraiment happer, chercher toutes les émotions et les pensées, les sensations les plus désagréables que j'avais déjà connues, hein. Enfin, peut-être pas à la même hauteur, hein, mais ça vraiment, ça m'a malmenée, hein, et de travailler, de travailler à plein temps en parallèle avec, ça a aussi réactivé les enfants, ou ça les a activés d'une façon qui a été très difficile, très très difficile et inattendue. Je ne savais pas que ça allait déclencher autant de choses chez eux. Et Donc, quoi par exemple pour eux, mais aussi pour toi? Donc tu as parlé des insomnies, donc de l'anxiété. Quoi d'autre pour toi et pour eux? alors, moi, clairement, ce que ça a déclenché, c'est ce que j'ai pu ressentir et qui s'était quand même apaisé, c'était la peur. C'est-à-dire de savoir que dans cette salle, il y avait les terroristes. Euh, vraiment, je sentais la peur. Et donc, je n'ai pas voulu y aller une fois que le procès a commencé, je n'ai pas voulu y aller, ni trop écouter, avant d'être obligée quelque part parce que c'était mon tour de passer. Euh, J'y suis allée quand même juste quelques semaines avant parce qu'il y a deux personnes très importantes, deux amies qui allaient elles-mêmes s'exprimer. Je voulais être là. Donc, et effectivement, hein, quand je suis rentrée dans cette salle et que il y a quelque chose qui s'est d'un coup, j'ai réalisé qu'il y avait le box des accusés. C'est comme si j'étais rentrée dans la salle, je m'étais assise, que mon cerveau n'avait pas voulu voir cette partie de la salle et que d'un coup, euh, j'ai j'ai vu en fait. Et là, bon, il y a eu, c'était une sensation quand même très désagréable. Donc pour moi, ça a été ça, ça a été de retoucher un peu à la peur. Ça s'est calmé heureusement. Euh, ensuite, parce que je pense que voilà, les outils, la façon de l'appréhender, et puis de l'observer, de la reconnaître, de voir les sensations, mais de les connaître en fait, ces sensations. Pour mes enfants, pour ma fille
qui est entrée dans l'adolescence, ça a été vraiment une plongée très difficile. Euh, elle a eu beaucoup de mécanismes pour contenir en fait tout ce traumatisme. Elle était plutôt dans une sorte de carapace depuis des années, puis là, tout qui a été, tout s'est ouvert en quelque sorte. Et là, donc, ça a été la déferlante, beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance, mais tout en vivant, il faut aller à l'école, il faut, et puis on exige de la performance, et puis on est avec des personnes qui sont plus ou moins à l'écoute. Donc, ça aide pas, hein, parfois. Il y a des personnes qui vont faciliter à ce moment-là, puis il y a des personnes qui vont prendre la tête et puis la mettre un peu sous l'eau parce que c'était trop facile. C'était un peu, sinon ça aurait pas été drôle, hein. Donc voilà, ça j'ai quand même eu du mal avec ça cette année. Ça m'a un peu hérissé le poil, on va dire. Mon fils, lui aussi, à un moment, a plongé dans quelque chose d'une forme de profonde tristesse, et plus possibilité de se concentrer, plus envie de rien. Enfin. Donc, on a tenu bon, hein, jusqu'aux vacances parce que ça se terminait pour les vacances scolaires et il était temps. Et, et donc, ça fait du bien quand ça s'arrête, on va dire. Mais ça a été oui, une réactivation parce qu'on est obligé en fait de faire cette plongée-là. Quand tu as commencé à participer au procès, donc avec tes amis et puis toi-même, tu as continué à y aller ou pas? Quels ont été tes choix de participation, d'assister à ce procès? Puisque tu nous as aussi parlé de ta présence au verdict et entre les deux, entre ton témoignage et le verdict. Avant le témoignage, donc c'est comme si c'était vraiment impossible. Je voulais rien entendre. Je pense que j'avais vraiment l'objectif d'arriver à délivrer, enfin de poser d'accomplir en quelque sorte cette mission que je m'étais fixée, de pouvoir rendre justice, enfin, essayer de trouver les bons mots pour parler de mon mari, de Christophe, euh, et de restituer ce qui s'était passé dans les grandes lignes, hein. On avait environ 30 minutes, plus ou moins. Euh, et ensuite, en revanche, une fois que j'étais passée, j'ai eu besoin d'entendre les autres, et j'ai regretté d'avoir du coup loupé beaucoup des témoignages parce qu'en fait, j'en étais pas en capacité. Ça faisait trop il aurait fallu presque pouvoir y consacrer, peut-être limiter le travail, mais pour moi, le travail, c'est vraiment mon équilibre. Voilà, donc je pouvais vraiment me plonger dans mon travail, être dans cet équilibre-là, puis ensuite retourner dans cet aspect-là de cette année. Euh, mais c'était très énergivore. Donc ensuite, du coup, pour combiner les deux, bah, nous, on avait la web radio, ce qui me permettait, quand j'avais un moment, de me brancher sur le projet. Alors, en comprenant, enfin, voilà, je piochais un peu des informations, pouvait, me- pouvait me donner un peu de compréhension. Euh, différents. Il y avait des experts, il y avait des accusés qui parlaient aussi, euh, les, les victimes directes et indirectes. Voilà. Donc, j'ai un- je n'ai pas écouté autant que maintenant j'aimerais pouvoir réécouter. C'est comme si j'aurais eu
j'aurais eu besoin qu'il y ait un replay de tous les témoignages pour pouvoir, voilà, il y avait des personnes que j'aurais voulu écouter parce que je les connais, que j'avais envie aussi d'être présente et je ne pouvais pas parce que je travaillais et je pouvais pas m'arrêter de travailler. Donc, voilà, ça, j'ai regretté de louper beaucoup de choses. Mais j'avais besoin après. Après ça, j'avais besoin d'aller chercher des informations sans savoir quelles informations. Mais comme ils sont aussi, je rajoute cette sensation de devoir être là, de devoir être à cette place, comme si, bah, ne serait-ce qu'en étant quelque part dans le processus, même en se branchant sur la web radio, comme si bah, je soutenais l'idée du procès, je soutenais mon avocat, l'équipe d'avocats, euh, je soutenais l'idée de la justice. Voilà, c'était un peu et que ma place était là pour alors que bon, je servais pas à grand chose, hein, mais voilà, c'est cette idée de collectif aussi. Alors, certaines victimes disent, oui, on donne la parole aux victimes dans ce procès, on a donné la parole aux victimes, mais cette parole, elle devait être cadrée. Il fallait pas trop d'émotion, il fallait pas trop de colère. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as ressenti, que tu as été bridé dans l'expression de tes émotions? Non, ok. Non. Et par rapport à la solennité de la cour dont tu parlais tout à l'heure, qui est parfois très impressionnante, est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile ou pas au moment où toi, tu as dû t'exprimer? Non, j'ai pas. Alors je m'étais un peu mise en condition, mais non, ça m'a pas. C'est étonnant comme exercice parce qu'on cherche. Enfin, quand on est en réunion ou quand on fait une présentation, par exemple en entreprise, euh, on va chercher un peu le regard pour une forme d'approbation de j'ai bien compris. Et là, en fait, devant la cour, on n'a pas ça. On ne sait pas si c'est bien, c'est pas bien. Enfin, pour moi, c'était voilà, c'était un peu déroutant de savoir bon, ouais, qui je regarde, à qui je m'adresse en fait. Bon. Ouais, j'ai regardé plutôt le président, président Périès, qui était très bienveillant et, j'avais imprimé mon texte. Donc ce jour-là, en revanche, je n'ai pas du tout regardé les accusés, pas du tout, pas une seule fois. J'avais besoin de me fixer sur mon objectif et de ne pas être dérangée par quelque idée que ce soit. En revanche, j'ai pas voulu. Euh, Enfin, ça a été une discussion avec mes enfants, mais mes enfants ne sont pas venus le jour de mon témoignage. Je pense que si j'avais parlé devant eux, ça aurait été trop. J'aurais peut-être fait trop attention au fait qu'ils écoutaient. Or là, j'avais besoin que ce soit tel que ça devait sortir, en fait, en quelque sorte. Et donc, ils savent qu'ils pourront le lire, voilà, et quand ils en auront envie. Donc, j'ai pas été bridée du tout parce que, en fait, mon avocat m'avait donné une grande structure pour m'aider à justement à savoir comment écrire ce témoignage. Voilà, juste la structure en quatre grands points, en gros. Et lui et son équipe, ils ont relu. Il n'y a pas eu de commentaires. Au contraire, c'était plutôt de l'encouragement. J'ai pas du tout eu de. Ah bah, surtout, faut pas pleurer, faut pas s'énerver. Enfin, voilà. Après, Qu'est-ce qui a été le ça plus dépend des difficile pour toi pendant toute cette durée du procès? Les moments les plus difficiles ou les choses les plus difficiles? gens.
je pense que ça fait quand même réaliser, même pour soi-même, même si on est déjà au courant, mais il y a quelque chose qui se lève encore un peu plus de la réalité de l'événement, de l'ampleur de l'événement. Et ça, c'est comme si on prenait encore un peu plus conscience de ce qui s'est passé, ce qui s'était passé. Et c'est assez violent quand même, de manière voilà, plutôt globale. Les moments difficiles, oui, ça a été cette première confrontation, cette, euh, cette proximité avec les accusés. La première fois en fait où je suis rentrée dans la salle où le procès avait déjà commencé. Et puis ensuite, je me suis en quelque sorte habituée. Et ce que je trouve très violent, très difficile, c'est les questions que ça suscite. Pour moi, c'est plutôt des questions sur comment peut-on euh, au départ être un petit bébé, grandir, et puis un moment, qu'est-ce qui se passe à un moment pour que on, on ait cette idée qu'on ne peut être heureux que dans la souffrance de l'autre. Il y a Oui. quelque chose, pour résumer un peu de manière simpliste. Bon, j'ai écrit un article qui pourrait peut-être t'éclairer, qui s'appelle Comment Oui, devient-on terroriste? oui. Justement, ces processus d'humanisation, déshumanisation, réhumanisation m'intéressent beaucoup. Et on a vu dans ce procès que des personnes ont pu, j'ai envie de dire, réhumaniser les inculpés. Bien sûr, entendons-nous bien. Je pense que c'est absolument presque impossible de réhumaniser les terroristes eux-mêmes. C'est plus possible par rapport, entre guillemets, au second couteau et notamment à ceux qui comparaissaient libres, pour lesquels les charges étaient moins importantes. Mais on a vu des familles, je ne vais pas dire sympathiser avec ces accusés-là, mais en tout cas, aller voir autrement. La durée du procès permet effectivement de voir les accusés autrement, d'avoir un regard qui change sur eux. Si toi, tu devais me dire comment tu les voyais avant, même implicitement, des choses dont tu n'as pas conscience, mais dont on prend conscience avec l'évolution des choses, donc comment tu les percevais avant, comment tu les as perçus quand tu les as vus pour la première fois. Il y a des gens qui disent, mais bon, ils sont tellement jeunes, c'est encore des enfants. Hein, ça réhumanise pour certaines personnes, en tout cas certains d'entre eux. Et qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu une évolution ou pas dans ton regard que tu portes sur eux, ou du moins sur certains d'entre eux? Euh, En fait, effectivement, certains, enfin, j'étais surprise parce que je pense qu'il y avait quelque chose dans l'idée du danger, de la peur, etc., qui faisait que c'était comme si ça leur avait enlevé le fait que ce soit des êtres humains. Enfin, disons que dans ma perception des choses, il y avait quelque chose euh, il fallait vraiment, il y avait une distance même dans ce qu'ils représentent, dans ce qu'ils sont profondément. Et là, j'ai vu que non, en fait, c'est ça qui était un peu frappant, c'est que il y en a qui ont fait des études, enfin, ils ont, certains s'expriment plutôt bien, et en fait, c'est très troublant parce que quand on écoute, euh, alors, il y a des centaines de milliers de pages du dossier, donc bon, moi j'ai pas lu, j'ai pas lu tout ça. Et donc, je sais bien que les avocats et la cour a une interprétation et une compréhension de ce qui est dit différente. Mais quand on n'a pas ces informations-là et voilà, qu'on survole un peu les choses de fait, on se laisse facilement emmener dans le discours des accusés. Enfin, finalement, on n'arrive plus à comprendre, mais qu'est-ce qu'il faut, enfin,
pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils... Et quand on refait la synthèse et enfin, quand on lit finalement, les avocats tous les jours nous éclairaient énormément là-dessus. Et on se dit, mais c'est fou ce qu'on peut ressentir comme on a presque. Enfin, moi, je me suis retrouvée parfois avec une forme d'empathie, à me dire, le pauvre, ça lui gâche sa vie. Enfin, je trouvais que c'était triste, quoi, pour eux. Mais bon, c'est triste pour nous aussi. Mais j'arrivais pas à avoir à les détester ou à... Non, alors c'est un peu troublant parce que en fait, je pense Et que je ça, serais pas une bonne avocate. je pense que ça complique un peu les choses, hein. C'est vrai que, alors ça reste vrai pour ceux qui ont commis vraiment les actes par rapport au second couteau, mais c'est vrai que pour les gens, ben, les terroristes, ce sont des monstres, hein, donc on les déshumanise. Et puis, en fait, je pense que à entendre leur discours, même si le discours peut être manipulateur, etc., mais en fait, on découvre qu'il y a un être humain banal, en fait, derrière, avec ses faiblesses, ses fragilités, et que finalement, les terroristes, ce ne sont pas des grands gaillards avec beaucoup d'envergure malfaisante, en fait. Euh, c'est finalement des gens un peu comme tout le monde qui ont mal tourné et on se rend compte de ça, je pense. Et c'est très troublant, comme tu dis, et c'est parfois très compliqué parce qu'effectivement, il y a une part empathique qui joue, à laquelle on ne s'était pas nécessairement attendu. Donc, moi, je parle de processus de réhumanisation. Alors, entendons bien, réhumaniser l'autre ne veut pas dire nécessairement qu'on lui pardonne, et ça ne veut certainement pas dire qu'on lui trouve des excuses, hein. Et bon, voilà. Euh, la réhumanisation, quand je parle de ça, c'est que finalement, l'autre n'est pas qu'un monstre. Et Non, je c'est pense ça. que ce processus se passe aussi pour les accusés. Je viens d'écrire un article qui s'appelle le syndrome de Lima et un sur le syndrome de Stockholm qui explique ces processus sur les prises d'otages du côté des otages et du côté des preneurs d'otages. Et ici, j'ai le sentiment aussi, même si on peut douter de ses larmes et de la sincérité de ses larmes et qu'on peut se dire que ses larmes étaient plus pour sa mère ou pour lui-même que pour les victimes, mais je pense que cette personnalité, somme toute banale de Salah Abdeslam, euh, qui était une personnalité clivée par la radicalisation violente, un peu coupée en deux, et finalement la partie terroriste avait pris de plus et radicalisée, de plus en plus pris le pas sur la partie banale. Et je pense qu'à force d'entendre les victimes, alors j'ai envie de dire que pour lui, le procès n'a pas été assez long, pour les victimes, il a été certainement beaucoup, beaucoup trop long, mais pour lui, je pense qu'il se réhumanisait aussi progressivement à entendre les discours, les témoignages des victimes, des experts et de ce que ça avait pu provoquer. Alors, j'ai pas dit que tout était réglé, qu'il s'était complètement réhumanisé, mais je pense aussi qu'il y a une faille chez lui. Je ne sais pas ce que toi tu as pensé de son discours quand il demande qu'on le déteste avec modération. Je ne sais pas ce que tu as pensé de celle-là, mais ça m'intéresse aussi de voir tous ces processus. Et donc, je le dis bien encore, réhumaniser l'autre ne veut pas dire qu'on lui trouve des excuses, qu'on lui pardonne, quoi que ce soit de ses actes. C'est-à-dire, c'est ne plus le voir que comme un monstre, mais de le voir aussi dans sa banalité d'être humain. Oui. Et moi, comme beaucoup de monde, hein, je me suis posé beaucoup de questions sur ce que j'observais. Il se trouve que j'étais avec ma fille dans la salle ce jour-là. C'était un mercredi, donc on est allé, enfin, voilà, c'était un des jours où on est allé assister. Et donc, c'est c'est difficile de pas être sensible à cette émotion qui s'exprime et en même temps, après coup, de pouvoir effectivement, comme tu dis, de se dire euh, cette émotion, elle est peut-être tournée vers lui en fait. C'est
C'est tout ce qui est, il se rend compte que à l'approche de la fin, en fait, de- que tout ce qu'il perd pour lui-même, hein, euh, effectivement, il y avait cette dualité, en fait. Parfois de l'agressivité, parfois quelque chose d'un peu implacide, non, c'est pas ce mot-là. Pas Euh, vite ou... ouais, enfin, quelque chose qui était assez déroutant, qu'on n'arrive pas à lire, quoi. C'est, c'est c'est ça, moi, je pense que c'est particulier le fait qu'on on ne sait pas à quel moment ils mentent et ils disent la vérité. Ils sont très doués pour mentir, je pense, à certains moments, parce que ça, ça paraît tellement authentique. Oui, je Euh, pense que voilà, il y a justement ces deux parties clivées, ouais. hein. Et donc, je pense que de temps en temps, ils sont dans leur partie qu'ils Alors, étaient, hein, c'est-à-dire les personnes qu'ils étaient avant de se radicaliser. Et à d'autres moments, ils basculent sur cette autre partie de leur personnalité, qui est une personnalité dissociée de la première, et qu'effectivement, il y a des mouvements de bascule. Même les parents témoignent de ça quand ils ont leurs enfants qui sont en Irak, enfin quand ils étaient en Irak et en Syrie, qui les avaient au téléphone. Il y en a qui me disaient, je ne sais jamais qui je vais avoir au bout du fil. ah, d'accord. C'est-à-dire que parfois, ils entendaient, ils reconnaissaient leur enfant, et puis parfois, eux-mêmes, hein, les parents disaient, c'était un étranger. Bon, bien sûr, il y avait beaucoup de sujets qui fâchaient, et si on voulait conserver un lien avec son enfant, il fallait certainement pas aborder certaines choses. Et donc, il y a certains parents qui ont renoncé finalement à leur rôle éducatif, si je puis dire comme ça, leur rôle parental, en n'abordant rien, juste pour garder le lien, et d'autres personnes qui n'ont pas voulu euh, renoncer à ses prérogatives et donc qui disaient les choses clairement à leurs enfants et donc ça coupait le lien, hein. C'est un exercice aussi très difficile pour des parents qui sont absolument pas d'accord, qui souffrent énormément de ce qui se passe, de cette radicalisation, qui évidemment se culpabilisent à mort en se disant c'est de ma faute, hein, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Et donc qui disent, hein, ils témoignent bien de ces deux parties clivées. Et ça, je pense que ce sont des sujets intéressants aussi à- au niveau de la psychologie, hein, Mm. de mieux comprendre. Effectivement, et du coup, c'est extrêmement déroutant pour les personnes parce que quand ils parlent sur leur partie normale, ils sont tout à fait effectivement sincères, mais après, ils retombent dans cette partie clivée où ils sont impavides, placides, hein, comme tu le disais, et là, ils sont de nouveau très froids, avec beaucoup de morgue, et on se dit, mais donc ça veut dire qu'ils ont menti quand ils ont parlé, ou c'était un jeu, une manipulation. C'est ça. Alors peut-être, mais je pense que c'est peut-être plus complexe que ça et qu'il y a vraiment Oui. une partie dissociée. Alors c'est mon interprétation de psy et je ne sais pas si ça peut Et, apporter un télément mm. de compréhension à ce qui se passe ou pas. Mais voilà, ce sont des processus qui m'intéressent. Et en tout cas, quand, euh, quand à quelques reprises il a invectivé les victimes en disant, voilà, ne me détestez pas trop fort, ou je sais plus, bien, nous sommes liés, nous avons de toute façon ce lien. Ça m'a pas plu du tout. J'aime pas du tout qu'on décide pour moi avec qui je suis en lien. Et on le sait très bien quand on fait de l'hypnose, hein, on peut décider de couper les liens. Donc oui, nos histoires se sont rencontrées, hein, mais c'est à moi de déterminer si je laisse une place à ce lien-là ou pas, hein. Donc le fait qu'ils disent nous sommes liés, ça c'est à chacun d'en décider. Et on n'est pas obligé de lui consacrer de la place. Je pense qu'il a complètement raison tant qu'on est dans le trauma et que sans doute, Mm. enfin, pour moi, la thérapie, c'est ça, c'est effectivement de finir par couper ce lien et de ne plus avoir son destin qui est scellé au destin du terroriste. Mais donc, je pense qu'il a raison.
tant qu'on est victime, il a raison. Et que le travail de thérapie, qui est un long chemin pénible, est justement de se défaire de ce lien et de se dire, c'est d'ailleurs, moi, voilà, je suis pas du tout quelqu'un qui prône le pardon. J'ai travaillé au Rwanda, donc pour Médecins sans frontières, et donc il y a eu toute la question du génocide et du pardon. Alors, voilà, je me suis beaucoup intéressée à ces histoires de pardon parce que les églises à ce moment-là, hein, obligeaient presque les personnes à pardonner. Alors les gens disaient je pardonne. Un vrai pardon, ce n'est pas de donner des excuses à quelqu'un ou de lui donner un blanc-seing pour le futur. C'est simplement, je pense, effectivement, de déceler son destin. Parce qu'en fait, Oui. tant qu'on n'est pas dans ce que dans le prêchi-prêcha on peut appeler le pardon, eh bien on garde quelque chose de l'autre en soi. Moi, j'ai dit à un moment, bon, voilà, vous portez des lourdes valises. Ces lourdes valises, c'est celle du terroriste, c'est celle de l'agresseur. Bon, il n'est pas écrit bécasse, hein. Donc, vous allez, ah, on va arrêter de porter ces valises. C'est ça tout le trajet de la thérapie, c'est de rendre les valises à l'agresseur. Donc, moi, je préfère parler comme ça que de parler de pardon, mais c'est Oui, effectivement déceler son destin de c'est celui ça. du, Ouais. de l'agresseur et en l'occurrence ici des terroristes. Moi, j'ai plutôt pris ça comme un besoin d'être en lien, euh, comme l'expression, lui, de son besoin de garder ce lien. C'était, je trouve, intéressant ce fait que le fait que, bah, bien sûr, il avait une vraie place hein, dans cet endroit, dans ce quotidien. Et que je pense que l'après, pour ceux qui ont, pour même les accusés qui ont vécu le procès tous les jours en sortant de la prison, etc., bon, bah, ça doit pas être. Enfin, il doit y avoir aussi un après pour eux. Puis il y a une starification, hein, d'une certaine Il y façon, a une et starification aussi. qui correspond au terrorisme aussi, hein, parce que dans le terrorisme, évidemment, ce qui est recherché aussi, c'est la notoriété de celui qui fait l'acte. Hein. C'est pas anodin. Celui qui fait l'acte veut aussi être reconnu pour ça. Donc, effectivement, ceux, en tout cas pour Salah Abdeslam, qui aurait dû se faire sauter, ça lui redonne finalement cette glorification qu'il n'a pas eue puisqu'il s'est pas fait sauter à ce moment-là. Oui, et je pense que il y a certains médias qui ont décidé de ne plus donner le nom ni le visage hein, des personnes, des terroristes quand il y a un attentat. Euh, moi, je pense qu'on a une responsabilité là-dessus. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui soit généralisé. Je ne sais pas exactement quelle est la règle aujourd'hui par rapport à ça, mais c'est indispensable pour justement que ce besoin de glorification et de starification, même au sein d'un groupe, ne puisse pas être conduit à son terme. Et nous, on participe sinon à ça. Donc, c'est des choses très importantes. Euh, je pense que là, c'est vrai que pendant le procès, c'était beaucoup sur Salah Abdeslam. Moi, j'ai, j'étais plutôt frappée par le silence de certains qui choisissaient de ne pas s'exprimer. Et c'est plutôt leur silence à eux qui a attiré mon attention et qui m'a pas rassurée. Voilà. Et Bon. oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu t'es dit? Je sais qu'il y en a un qui a dit, mais de toute façon, quoi que je dise, on va dire que je mens, donc ce n'est pas la vérité. Toi, tu as interprété leur silence de quelle manière? Bah, je pense que là, pour moi, euh, il n'y a plus rien pour ces personnes-là. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et il n'y a même pas envie de se défendre ou de partager ou quoi que ce soit parce qu'il y a peut-être de sens à rien. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que
cette déshumanisation, c'est ça que ça m'évoquait, en fait. C'est ces personnes-là qui m'ont le plus dérangée, en fait. Donc, comme un message de déshumanisation des victimes, c'est-à-dire les victimes, on s'en fout, je ne vais pas leur donner d'explication, je ne vais pas essayer de donner sens à ce qui s'est passé, Euh, quelque chose et comme même par rapport à enfin, elle avec elle-même, quoi. C'est-à-dire ça. Je pense que les terroristes sont complètement déshumanisés. il n'y a D'ailleurs, pas de, il y a pas d'intérêt pour l'autre, mais il n'y en a pas d'intérêt pour eux. Il y a une forme d'acceptation bah oui, ils sont en prison parce ils sont pas morts, mais c'était ça qu'ils voulaient faire. Euh, on s'en fout, quoi. Donc en fait, ça, j'ai trouvé que cette attitude-là, elle était encore plus déroutante que quelqu'un où on peut se dire, bah, il s'est fait influencer, il voulait tellement plaire à son frère ou à ses copains que il a été, il était prêt à tuer, il a aidé à faire tuer. Euh, et puis à un moment, il retourne sa veste, il essaye de, voilà, il teste le chaud, le froid, à gauche, à droite. Il voit qu'est-ce qui va marcher pour éventuellement bah, que sa peine soit un petit peu plus légère, que les conditions de détention soient un peu plus légères, mais c'est plutôt, voilà, j'essaie de voir ce qui marche, quoi. Mais et, oui, tu as tout à fait raison, hein. La déshumanisation, elle est à tous les niveaux, parce qu'évidemment, les victimes, elles sont déshumanisées dans le regard des terroristes parce que ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des couffards, ce sont des chiens, hein. Donc il y a une infrahumanisation, une déshumanisation. Mais tu as tout à fait raison, eux-mêmes sont déshumanisés à leurs propres yeux. Ils deviennent des bombes humaines. Une bombe, c'est pas un humain, c'est une bombe, c'est un objet. Donc ils sont eux-mêmes instrumentalisés. Et donc, certains voilà, peuvent rester dans cette déshumanisation des autres et de soi-même aussi. Et, et du coup, ce que je trouve, ça me fait penser que dans cette déshumanisation, il y a un, en parallèle, il y avait toute l'humanité de ce procès. Tous les gens, en fait, dans le procès, les psychologues, les équipes, toutes les équipes qui organisaient, les policiers, il y avait beaucoup d'équipes, évidemment, de gendarmes, policiers, enfin, de pompiers, de tous les avocats. Les associations, les victimes entre elles. Il y avait toute cette humanité. Et quand on est face à l'essentiel, face à quelque chose hein, qui ramène à l'essentiel, en tout cas, de vie, de mort, et qu'on partage cette histoire commune, on ressent très très fort cette humanité entre nous, je pense. En tout cas, je ne peux pas parler pour les autres. Moi, je l'ai ressenti en tout cas. Quelque chose d'une histoire commune qui se poursuit et qui est difficile à partager. Et donc, il y a un peu ces deux réalités-là. Et quelque part, je pense que certains n'ont pas pu ne pas ressentir ce qui était là tous les jours autour d'eux. Dans ce box des accusés, je pense qu'il y a des accusés qui percevaient ce lien très fort entre les gens, les habitués, un peu ceux qui... il y a des gens qui venaient tous les jours. Euh, et, et donc, je pense que ça, forcément, il y en a qui ont peut-être pu aller, enfin, je ne sais pas si c'est très, euh, si c'est mon côté fleur bleue hein, de dire ça, mais peut-être explorer un peu d'humanité à travers ce qu'on, ce que j'espère a été renvoyé. On peut, on peut, on peut rester un peu optimiste et y croire. Mais voilà, c'est comme Oui. ça que moi j'ai envie de raisonner. Alors, certainement pas suffisamment pour les faire changer de camp, hein, mais je pense effectivement que ça se reperméabilise entre ces deux parties clivées d'eux-mêmes et que donc ça leur fait plus basculer du côté de leur humanité. Bon, évidemment, maintenant, ils vont rester en prison et les processus de clivage peuvent reprendre toute leur force, hein. Mais il pourrait en faire quelque chose. Moi, ce que, bon, je,
j'aimerais que même ces personnes puissent en faire quelque chose, avoir en gros été au bout d'un processus très destructeur et puissent s'en relever et de pouvoir apporter dans la société parce que leur voix serait peut-être écoutée. Voilà, c'est quelque chose, bon, c'est peut-être complètement idéaliste, hein, et voilà, mais j'aimerais pouvoir croire à ça, quoi, moi. Et on va terminer sur ces bonnes paroles. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je pense que tu nous as vraiment bien permis de comprendre tout ce processus autour et pendant le procès. Bah, j'espère en tout cas, et que ce que je pourrais rajouter, c'est que je pense que on est beaucoup à penser très fort à ceux qui traversent, qui vont commencer leur procès à eux. Euh, on sait ce qui, À voilà, Nice et à Bruxelles, oui. absolument. Donc, et que bien sûr, si je pouvais, je leur enverrais beaucoup de courage et de soutien, mais en tout cas, une pensée très forte et chaleureuse. Merci Caroline. Donc je vais remettre à la fin de cette interview aussi les photos des couvertures de tes trois ouvrages et je remettrai aussi les coordonnées, les références de tes trois ouvrages dans la vignette de présentation. Merci beaucoup à Merci. toi. Merci à toi, Julie.